3, 2, 1. Alors bonjour ou rebonjour à toutes et tous, à celles et ceux qui nous rejoignent ou qui étaient déjà présents parmi nous ce matin pour le cycle de conférences Cyclo Bordeaux 2023 qui continue cet après-midi avec une première conférence dédiée à la neutralité énergétique des services d'eau, une conférence qui est pilotée par Eau17 et avec pour cette conférence quatre invités que je vous propose à qui je propose de me rejoindre sur cette estrade. Monsieur Mathieu Lestrade, qui est directeur des grands projets d'investissement à la CACG, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Madame Magali Gadi, qui est chargée d'opération ouvrage industriel à la communauté urbaine de Limoges. Monsieur César Narvaez, qui est PDG de NXO Engineering. Et Madame Hortense Bray, responsable du pôle patrimoine et prospective de Eau17. Merci pour vos encouragements. Ce sont eux qui, effectivement, s'exprimeront devant vous et j'en profite pour vous indiquer, celles et ceux qui ne seraient pas informés de cette habitude que nous avons prise, que vous aurez la possibilité d'interroger directement nos intervenants à l'issue de leur présentation, ce qui fera l'objet d'un temps d'échange que je vous proposerai en temps utile et lors duquel vous pourrez demander la parole. Et des micros seront à votre disposition pour ce faire. Alors, les services gestionnaires ou acteurs de l'eau sont par nature des consommateurs d'énergie pour prélever, pour transporter, pour traiter, pour épurer les eaux. Mais ces services d'eau sont également des services de proximité, proximité avec les habitants, mais également aux élus et aux territoires. Aussi, dans un objectif de maîtrise de la facture des abonnés, afin de s'inscrire dans le développement durable des territoires, trouver des solutions pour réduire la dépendance énergétique fait partie des impératifs d'aujourd'hui. Au cours de cette conférence, vous nous direz donc, mesdames, messieurs, quelles solutions les collectivités peuvent apporter à travers quels principaux leviers d'action en particulier pour pouvoir s'adapter. Et je pense notamment aux leviers liés à la sobriété d'une part et aux leviers dont on pourrait disposer au niveau de la production. Mais juste avant de vous passer la parole, je vous propose quelques précisions ou rappels à l'attention de nos invités et participants dans la salle quant au lien entre l'eau et l'énergie, ce qui n'est pas forcément évident en première lecture ou pour le plus grand nombre d'entre nous. Je vous propose deux courtes, rapides diapositives pour illustrer cette partie qui va nous arriver de la régie à moins que. Voilà. Cette première diapo consacrée effectivement à l'eau et aux services d'eau. En tant que consommateur d'énergie, comme je le disais en introduction, vous avez d'autres mots-clés qui sont dans ce nuage de mots, le pompage, l'épuration, les barrages, les boues, l'irrigation, etc. Toutes ces opérations sont évidemment consommatrices d'énergie et méritent notre attention. Et puis, quelques petits rappels concernant l'action et l'adaptation pour anticiper en tant qu'acteur d'un territoire ou pour les abonnés et l'ensemble des habitants. Donc je vais vous parler de la sobriété d'une part, premier levier, et de la production de l'autre. Vous voyez quelques mots-clés également, la sobriété, mieux compter, piloter, diminuer, réduire, économiser, en tout cas globalement atténuer l'impact de l'activité et diminuer la facture d'électricité. Et sur le plan de la production, on peut citer l'autoconsommation, tout ce qui va concerner le solaire, l'hydroélectricité, le biogaz, les énergies renouvelables en général, électricité et chaleur, pour les besoins du service et du territoire, avec d'autres mots-clés associés aux petites icônes que vous pouvez voir sur ce schéma, géothermie, l'hydroélectricité, le solaire, le bois énergie, la méthanisation, tout cela pour répondre à cette question qui va nous préoccuper, nous occuper maintenant pendant cette conférence. Alors, sans transition, je vais proposer à Mathieu Lestrade de commencer à nous planter un petit peu le décor de nos échanges en nous citant, en nous rappelant quels sont les enjeux sur l'activité consommatrice d'énergie en général, sur celle liée à l'eau en particulier. Et juste avant là, de vous laisser la parole, j'indique une particularité de l'activité de votre compagnie sur le grand cycle de l'eau, à savoir que votre compagnie intervient sur un vaste périmètre géographique avec des territoires très différents.
une activité multisite. Vous avez environ 90 barrages et 260 stations de pompage, pour vous donner quelques chiffres, et des sites pas forcément homogènes dans leur configuration technique, tout ça pour complexifier un petit peu vos missions et la problématique générale. Tout cela implique nécessairement des solutions vis-à-vis de l'énergie, très différentes d'un site à l'autre, on l'aura compris, et donc trouver un chemin vers la sobriété. C'est plus complexe à mettre en œuvre que sur un site unique, et c'est ce que vous allez nous démontrer. Je vais demander l'ouverture du micro numéro 4 qui va fonctionner maintenant. Alors, je ne sais pas si le bouton n'était pas poussé. Voilà. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter effectivement comment la CACG se met en route vers la neutralité énergétique de son service de distribution d'eau. Alors la CACG, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, c'est une société d'économie mixte qui a été fondée en 1959 par l'État pour aménager hydrauliquement un vaste territoire qui correspondait à l'ancienne région de Gascogne, c'est-à-dire tout ce qui est situé entre les Pyrénées et la rive gauche de la Garonne, avec un aménagement essentiellement à l'origine dans un but agricole. La CACG aujourd'hui, elle a pour actionnaires les deux grandes régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les départements qui composent ces deux régions, mais aussi des banques mutualistes et la Banque des territoires. Le siège est à Tarbes, avec une répartition d'agences d'exploitation en région, proche des ouvrages que l'on exploite, sur le système Nest que vous voyez en vert, mais d'autres systèmes, la gestion du bassin de l'Adour, du Drô, également dans la région Nouvelle-Aquitaine, ou en Vendée, sur le Marais Poitevin. C'est une entreprise donc, qui a une activité à la fois d'ingénierie et d'exploitation, avec, comme on l'a dit précédemment, environ 90 lacs en gestion et 260 stations de pompage qui seront le cœur de la réflexion par la suite. Donc là, je vais vous présenter le système Nest, qui est en fait le cœur de métier, l'origine de ce pourquoi a été créé à la CACG. C'est un système particulier de distribution de l'eau, qui est un système de distribution en rivière, avec un prélèvement pyrénéen sur le canal de la Nest, tout un maillage par des réserves de piémont qui permettent de stocker l'eau quand elle est abondante et la redistribuer en soutien d'étiage par la suite, avec une vocation multi-usage, l'eau potable bien sûr prioritaire, des usages environnementaux qui représentent environ 70% des volumes distribués, mais également le principal préleveur professionnel qui est l'agriculture et de manière plus réduite l'industrie et le tourisme sur ce secteur. Alors la particularité de la CACG, c'est ce système de distribution rivière, mais qui représente très peu au niveau consommation d'énergie, car essentiellement gravitaire. Et à côté de ça, on a un système de distribution d'eau réseau, essentiellement pour l'agriculture, avec de l'eau brute mise sous pression, mais également un peu pour l'industrie, qui lui est beaucoup plus minoritaire en volume, mais qui représente la quasi-totalité de la consommation d'énergie. On est sur une base de 50 gigawattheures par an sur ce service. L'énergie est un axe fort du nouveau projet d'entreprise de la CACG, puisque l'entreprise a fait l'objet d'une augmentation de capital ces dernières semaines, et avec un nouveau projet stratégique pour les 5 années à venir, basé autour de 3 grands domaines d'activité: l'eau, notre métier d'origine, la transition énergétique, qui est au cœur du sujet aujourd'hui, et la transition agricole. Concernant la transition énergétique, au cours des 10 prochaines années, nous avons pour ambition d'investir plus de 60 millions d'euros sur la réduction de nos consommations et la production d'énergie renouvelable. Donc 2 axes de travail, comme je vous disais, la réduction des consommations, et c'est l'axe prioritaire, bien entendu. Il répond à 2 objectifs: une diminution de nos coûts de fonctionnement pour la pérennisation du service, mais également une grande aspiration RSE, que ce soit en interne auprès de nos salariés, nos actionnaires, ou en externe avec nos clients et toutes les parties prenantes autour du domaine de l'eau. Et un deuxième axe à mener en parallèle, mais qui prendra un peu plus de temps, qui est le développement d'une production d'énergie sur la base du renouvelable, essentiellement dans le but de valoriser les infrastructures que nous exploitons déjà pour la distribution de l'eau. On ne va pas aller s'implanter à tout va sur des
des terrains qui ne nous correspondent pas, et dans le but de stabiliser une nouvelle fois, avec une vision long terme, le fonctionnement de la distribution d'eau. Alors si on parle sobriété énergétique, on n'a pas commencé cette année. C'est quelque chose qui est en route depuis très longtemps à la CACG, avec des investissements réguliers dans la modernisation de nos infrastructures, en pompage, en réseau, mais également un gros travail sur le fonctionnement, les modalités, notamment avec les agriculteurs, sur les débuts et fins de campagne, pour se concerter et fonctionner dans la meilleure gamme de rendement possible. Nous voyons déjà des premiers résultats par rapport à la période 2000-2010. On a déjà plus de 10% d'économie d'énergie à périmètre équivalent, à ceci près que c'est un petit peu difficile à évaluer du fait de la climato-dépendance de notre activité. Aujourd'hui, on a une ambition renforcée, renouvelée, d'une part du fait de l'augmentation des coûts énergétiques, et d'autre part, comme je disais tout à l'heure, avec les aspirations RSE qui sont de plus en plus prégnantes. Le nouvel objectif, c'est aller chercher 10% d'économies supplémentaires sur la base d'un nouveau schéma directeur de performance énergétique qui est aujourd'hui en cours d'élaboration et dont le rendu se fera le mois prochain, avec d'ores et déjà, on le sait, 2 types de mesures. Des mesures dont on dira qu'elles sont sans regret, immédiates, avec peu d'investissement, à part de l'investissement humain, essentiellement sur de la reprogrammation, des fonctionnements différents, faire évoluer un petit peu nos infrastructures aux besoins nouveaux, et un plan d'investissement, lui, beaucoup plus lourd, à déployer à moyen terme, avec de la reconception d'installations, notamment avec du travail sur les réseaux et les fuites, mais également sur la variation de vitesse multiple au niveau de nos stations. Je vous montre 2 exemples de réalisations faites ces 2 dernières années. Tout d'abord à Caumont-Castelméran, on est sur le Tarn-et-Garonne. Avec là, l'idée, en fait, on a un réseau qui pompe dans la Garonne, station qui pompe dans la Garonne, qui distribue un réseau bas sur les premières terrasses au bord de la Garonne, et dont le débit résiduel est rejeté dans un bassin, à partir duquel une 2e station de reprise permet d'atteindre les coteaux et les zones les plus éloignées de ce périmètre. Donc bien sûr, on cassait une partie de la pression. Là, l'idée, c'est de fonctionner avec un surpresseur en ligne et de récupérer cette pression résiduelle qu'on a notamment dans les périodes où le réseau n'est pas à plein régime. C'est un investissement qui a été rendu possible grâce à des financements de la région Occitanie et de l'Europe. Comme vous le voyez, 1 million d'euros investis pour 550 MWh d'économie d'énergie, c'est-à-dire 60% sur la station de reprise et globalement 30% sur le réseau global. Sur Esclasson-la-Bastide, on est là dans le département du Gers, avec une prise d'eau sur la rivière Gers, et le même fonctionnement avec station principale, station de reprise. On la passe également en surpresseur, un programme qui a été financé par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du programme France Relance. Un investissement un petit peu moindre, mais des économies d'énergie tout aussi importantes. Ce qui est important à retenir, c'est que ce qui nous permet de réaliser ces investissements, c'est l'évolution technologique, bien sûr l'augmentation des coûts de l'énergie qui permet d'avoir des temps de retour sur investissement beaucoup plus courts, mais également le soutien des financeurs publics sans lesquels on n'arriverait pas aujourd'hui à réaliser ce genre d'opération. On va maintenant passer sur le 2e axe, qui est la production d'énergie renouvelable. Alors, on va produire de l'énergie sur les infrastructures que nous exploitons déjà pour la distribution d'eau, avec 2 types de technologies, l'hydroélectricité et le photovoltaïque. Photovoltaïque essentiellement en flottant sur les lacs et sur des délaissés fonciers qui ont été utilisés pour la création de nos réservoirs et de nos stations de pompage. On ne va pas aller sur de l'éolien, de la méthanisation, des choses qui ne nous ressemblent pas. Au niveau hydroélectricité, on a des canaux qui serpentent en crête de coteaux, avec de temps en temps des ruptures de pente, comme vous le voyez sur la photo, là, sur la rigole de la Ratz, où on a une rupture de pente de 40 mètres en 400 mètres de linéaire. Donc l'idée est de venir mettre une conduite forcée et de turbiner ce genre de production, utiliser la force motrice de l'eau. On a 6 projets en cours de développement pour un peu plus de 20 gigawattheures de production annuelle, avec une vente essentiellement avec des tarifs réglementés gérés par l'État qui finance très bien ces projets. Au niveau du photovoltaïque, nous avons une dizaine de projets pour un peu plus de 40 gigawattheures de production. Là, le système de valorisation n'est pas encore bien défini,
entre de l'autoconsommation ou de la vente à notre groupement d'achat, parce que la CACG réunit des structures agricoles qui consomment dans les mêmes périodes qu'elles pour acheter de manière plus massive l'énergie. Donc l'idée serait d'être à la fois l'acheteur et le producteur. Ce qui est important à voir, vous voyez la petite tache bleue, c'est la zone du lac qui reste en eau toute l'année, même quand on est à la fin de l'été, avec des marnages importants. Et l'idée, c'est de travailler sur ces zones-là, de manière à préserver les usages sur l'ensemble du lac, usage de pêche, usage de baignade parfois, de clubs nautiques, de façon à ce que tout le monde puisse continuer à profiter de ce lac tel qu'il était avant, mais avec un usage supplémentaire qui est lié à l'énergie. Pour finir, je vais vous montrer 2 exemples d'installations déjà réalisées. La centrale hydroélectrique du barrage de Puy-d'Arieux. On est dans les Hautes-Pyrénées avec un barrage important, 14 millions de mètres cubes, multi-usages. Je vous laisse lire les différents usages. Une zone qui est en Natura 2000 pour des espèces rares d'oiseaux migrateurs sur le site. Et malgré tout, on a pu installer une turbine de 250 kW. C'est une petite production, mais ça représente quand même 1 gigawattheure d'énergie produite de manière propre à l'année. La deuxième installation, là on est sur un système un peu différent. On n'est pas sur une installation que l'on maîtrisait à l'origine. C'est la ville de Carcassonne qui a lancé un appel à projet pour préserver son patrimoine, ce seuil qu'elle avait au lieu-dit Pays-Chéroux, qui permet d'alimenter différents canaux, une zone verte au cœur de la ville. Et pour pouvoir assurer la continuité écologique de ce seuil, eh bien, on a installé une centrale hydroélectrique en partenariat avec plusieurs groupes privés et publics dans l'idée de financer la continuité écologique, piscicole et sédimentaire de cet ouvrage. Une centrale exploitée en concession de service public pour une durée de 37 ans. Elle est un peu plus grosse, 500 kW, et nous permet de produire 1,7 gigawattheure d'énergie verte à l'année, avec là un système qui est en rivière, donc des débits non maîtrisés, alors que dans le cas précédent, sur Puy-d'Arieux, ce sont les lâchures du barrage que l'on turbine, donc quelque chose que l'on maîtrise beaucoup plus. Voilà, juste pour terminer, je voulais rappeler le modèle original de distribution d'eau de la CACG, à la fois en réseau, de manière classique, mais aussi en rivière, et très majoritairement en rivière, donc un système sobre en énergie. Une consommation électrique qui est essentiellement due au pompage et à la mise sous pression de l'eau pour la distribution agricole. Un objectif supplémentaire d'économie d'énergie qui doit être prioritaire par rapport à la production d'énergie renouvelable, et aujourd'hui une possibilité d'aller vers la neutralité énergétique, voire même d'être une entreprise à énergie positive, notamment si on réussit là où est notre plus gros potentiel, c'est-à-dire sur le photovoltaïque flottant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Monsieur Lestrade. Juste 2 petites questions ou compléments d'information à ce stade. Sauf erreur, enfin je ne sais pas, je ne suis pas sûr de mes calculs parce que les diapos sont passés un peu vite. Le coût de l'énergie pour la mise en pression et la distribution réseau, c'est de l'ordre de 50-55 gigas. Pour 50 millions de mètres cubes, c'est ça? Ça fait à peu près 1 kW au mètre cube pour avoir une idée de la consommation. Exactement, on est sur ça, on est autour d'1 kWh, un peu plus d'1 kWh au mètre cube distribué. C'est, on tend à le diminuer. On sait qu'il y a encore de grandes possibilités d'économie à ce niveau-là. Et puis, autre question en matière de retour sur investissement. Je pense que les chiffres étaient là, mais je n'ai pas eu le temps de faire le calcul. Le rapport sur investissement, hydroélectricité par rapport au solaire, par euro investi, qu'est-ce qui est le plus productif? Alors, disons que dans les 2 cas, on est sur des temps de retour entre 10 et 15 ans, pour des installations qui vont vivre entre 20 et 50 ans, pour l'hydroélectricité notamment, qui se vit sur le plus long terme. C'est juste que la capacité en hydroélectrique est inférieure à celle qu'on a en photovoltaïque flottant. Donc, mais elle se rapproche plus de nos métiers traditionnels. Oui, forcément. Oui. Il y a une certaine cohérence avec votre métier, vos réseaux, etc. Bien sûr. Merci beaucoup, Mathieu Lestrade, pour cette première illustration. Alors, je passe la parole sans transition à Magali Gadi, qui est chargée d'opération ouvrage industriel pour la communauté urbaine de Limoges. Pour votre intervention, lors de votre intervention, vous allez nous parler, Madame Gadi, sous forme de retour d'expérience, de la modernisation de la principale station d'épuration de Limoges. Exactement. Bonjour à tous.
En effet, donc je vais revenir, je vais vous parler d'un retour d'expérience. Alors c'est plutôt une expérience que nous vivons puisque nous sommes toujours en cours de chantier, donc depuis décembre 2020. Donc voilà. Alors tout d'abord une petite introduction pour vous présenter Limoges Métropole, donc le territoire 20 communes, 210 000 habitants, donc près de 50% des habitants de la Haute-Vienne. Du département, 520 km², et c'est le deuxième pôle urbain de Nouvelle-Aquitaine, alors bien sûr après Bordeaux. 900 agents, voilà, ça c'est le personnel de Limoges Métropole. Et pour focaliser sur la direction du cycle de l'eau, donc nous avons la compétence assainissement depuis 2007, eau usée, eau pluviale. L'eau potable depuis 2019, c'est la création de la communauté urbaine qui a amené cette compétence, et la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Par rapport à l'assainissement collectif, donc nous avons la gestion en régie de 88 postes de relèvement, 53 unités de traitement, alors de toutes petites, quelques dizaines d'équivalents habitants à quelques centaines, quelques-unes un peu plus grosses de quelques milliers d'équivalents habitants, mais principalement la station principale dont je vais vous parler après. Et puis 10 communes qui sont rattachées à cette station d'épuration principale. Alors vous la voyez en vue aérienne, notre station d'épuration, donc 285 000 équivalents habitants. Les particularités, c'est juste 2 fils de traitement biologique principal qui ont 9,50 mètres de hauteur utile. Bon, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Et on a 2 fils Vétus de 1970 qui traitent seulement 25% du débit, donc que nous renouvelons dans le cadre de l'opération de modernisation. Un traitement tertiaire pour protéger la Vienne que vous voyez également sur cette vue, qui est un milieu sensible, donc traitement azote-phosphore. Et au niveau de la Filbou, une digestion méthanisation depuis les années 70 déjà avec une production de biogaz à l'époque. Et 3 systèmes de déshydratation des boues, donc ça fait des équipes compétentes, mais voilà, quand même un système complexe de gestion des boues, en tout cas jusqu'à la modernisation. Alors la modernisation et l'optimisation énergétique de la station principale, c'est comme tout projet, gros projet sur une collectivité a débuté il y a déjà quelques années, en 2016, par une étude d'opportunité qui a permis de mettre en évidence que la station était suffisamment dimensionnée, pas besoin d'augmenter la capacité, et que sa mise aux normes en 2000 avait permis de répondre aux objectifs en termes de traitement, avec en plus des activités au niveau de la régie qui sont certifiées, ISO 9000, ISO 14000, mais une station par contre énergivore. Des études comparatives avaient été menées avec d'autres collectivités pour mettre en évidence cette consommation importante. Donc en 2018, on a démarré les études de conception. Donc le groupement de maîtrise d'œuvre a été nommé Aegis donc en tant que mandataire associé avec par exemple l'Office international de l'eau. Et en 2020, nous avons notifié les travaux à un groupement de 8 entreprises menées par OTV, donc Veolia, mais aussi d'autres entreprises, dont par exemple Source, qui aussi participe au traitement de l'eau. Donc c'est un marché de travaux d'un montant d'un peu plus de 25 millions d'euros, et donc 4 ans de travaux, donc il nous reste encore 1 an. On est quand même dans la dernière ligne droite. Alors je ne vous présenterai pas dans le détail la filière, mais vous voyez derrière, sur le diaporama avec les flèches oranges, c'est les ouvrages que nous construisons, les nouveaux ouvrages. Et donc, sur la philo, nous rajoutons un traitement primaire. Sur la Filbou, on va dire qu'on remplace des équipements vétustes, puisque nous avions déjà une digestion des boues, mais on remplace un digesteur donc, qui était vétuste. Et la grande nouveauté, c'est la purification du biométhane, puisque demain, plutôt que de réutiliser le biogaz produit en valorisation sur site, nous allons le revendre. L'injecter sur le réseau GRDF. Voilà, c'est ça. Donc, les grandes étapes de travaux, on a une mise en service partielle, donc demain, avril, et puis une production d'énergie verte, donc le biométhane, prévu en automne, avec une réception en 2024. Comme le thème de la conférence, c'est l'optimisation énergétique, donc nous avons souhaité focaliser vraiment la présentation sur cette partie-là.
et vous parler notamment donc d'une prestation complémentaire que nous avons commandée, donc d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on voit 26 000 € hors taxe, donc c'est 0,1% par rapport au montant des travaux, en plus subventionné à 70% par l'ADEME. Donc c'est une prestation que nous avons confiée à Indigo et qui nous permet bien d'avoir un accompagnement en plus sur l'énergie, en plus de ce que réalise bien sûr notre maître d'œuvre et le groupement d'entreprises. Donc cette prestation de diagnostic énergétique et de proposition de solutions a commencé déjà par un bilan. Donc nos dépenses énergétiques électriques moyennes de 2016 à 2020 s'élèvent à 11 400 MWh par an, donc une facture de 1 270 000 €. Donc juste pour la station d'épuration, hein. Et bien sûr, comme toutes les entreprises et collectivités, bien depuis quelques temps, on fait face à une forte augmentation et donc plus 730 000 € entre 2021 et 2022. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on avait bien constaté que notre station était énergivore et donc c'était bien l'occasion du chantier de modernisation de revoir les choses et d'optimiser tout ça. Donc on a fait une analyse poste par poste de consommation, donc qui a permis l'établissement de la signature énergétique de la station avec une instrumentation sur les armoires électriques directement, puis bien sûr nos données en supervision. Et donc qui a permis de montrer que la consommation, la moitié de la consommation en électricité, c'est la biologie. Alors donc je vous disais tout à l'heure, on a des bassins quand même très profonds. Et donc c'est aussi ce qui provoque le fait qu'on ait une consommation importante au niveau des surpresseurs. Et puis, bon, bien sûr, la recirculation, et on arrive à 50% de notre consommation totale. Les pré-traitements aussi ont été identifiés comme énergivores. Alors, on avait un traitement des graisses aussi avec une aération importante. Et on voit aussi en vert les anciennes files vétustes qu'on va remplacer, qui consommaient beaucoup. Au niveau du gaz, puisque cette prestation concernait également le gaz, alors on a mis quand même en valeur le fait qu'on produisait depuis déjà de nombreuses années 4 700 MWh de biogaz donc par an, et donc valorisé, comme je vous disais tout à l'heure, pour le réchauffement de nos 2 digesteurs, puisque certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais les digesteurs nécessitent une température à 37 degrés pour produire du biogaz, et donc il faut réchauffer ces digesteurs. Donc, et on avait aussi, donc, comme je vous disais, 3 systèmes de déshydratation des boues, et on consomme aussi du gaz pour un système de séchage de boue qui permet, plutôt que de simplement déshydrater, sécher les boues. Alors oui, il y a un intérêt car on en transporte moins de boue pour les évacuer, donc c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là, mais par contre, consommation de gaz. Donc avec plus 30 000 € en 2022, et encore, comme nous avons arrêté le système, nous avons pu économiser du gaz là-dessus dès 2022. Donc la modernisation de la filière qui est en cours va nous permettre d'économiser de l'électricité. Donc on estime cette diminution à 1,8 gigawattheure par an, donc 16% d'économie. Alors comment on va s'y prendre? Donc déjà on remplace notre procédé de traitement des graisses, et puis on remplace notre système d'aération avec des nouveaux surpresseurs plus performants, puis un nouveau système de diffusion d'air. De plus, donc, on crée un traitement primaire au sein de la filière eau. Donc on va limiter le transfert d'une partie de nos matières en suspension, et donc on va limiter le besoin en aération. Donc ça, c'est quelque chose de non négligeable sur les besoins en aération. On a vu 50% de la consommation. Bon, bien sûr, on aura quand même des consommations en plus, et notamment une nouvelle pompe à chaleur qui, même si elle va récupérer les calories de l'eau traitée pour réchauffer nos digesteurs, puisqu'on n'utilisera plus de gaz, eh bien, nous allons devoir quand même consommer de l'électricité. Au niveau du biométhane, donc on va plus que doubler notre production. Et donc, on va avoir une production de 10 à 11 000 MWh par an de production de biogaz, donc, que nous allons traiter et injecter donc, dans le réseau de GRDF. En termes de potentiel énergétique, ça correspond à un chiffre de consommation de tout à l'heure, j'ai vu, sauf erreur, non? Oui, ouais, voilà. Ça, hein. Oui, c'est ça. Et donc, nous allons également arrêter notre unité de séchage des boues
de 2 mégawattheures par an et donc faire une économie aussi de consommation à ce niveau-là. Donc on a une recette évaluée à 790 000 € par an pour donc le budget de l'assainissement, frais de traitement du biogaz inclus. Au niveau du bilan financier, donc le montant des travaux, 25 millions, un peu plus de 25 millions d'euros hors taxes. Avec, bien sûr, il faut rajouter les coûts de maîtrise d'œuvre et de contrôle, 1 million. Donc on a une subvention de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne de plus de la moitié du montant des travaux, 13,5 millions d'euros. Donc on a réalisé un emprunt sur 30 ans, mais on a un équilibre de l'opération que nous avons estimé à l'époque du montage du projet à l'horizon 30 ans, mais bien sûr, depuis qu'on a une explosion des coûts, ça sera beaucoup plus tôt. Sans avoir pris en compte l'évolution du prix de l'énergie. Voilà, c'est ça. Très bonne nouvelle également. Oui, de ce c'est point de sûr. vue-là. Dans le cadre de cette AMO, nous avons également développé une application de suivi énergétique qui s'appelle Vibris. C'est pour aller plus loin, ne pas se contenter d'être sur de l'investissement, mais après avoir aussi une vision sur le fonctionnement de l'installation. Donc c'est vraiment un réel outil de management de l'énergie. Donc on intègre une historique des consommations. Alors je vous le disais tout à l'heure, hein, bien sûr, il faut mettre des organes de mesure. Donc ça, on l'a pensé aussi avec les entreprises. Organiser un plan de comptage par filière, par poste, mettre des compteurs qui vont faire remonter des données en supervision et qui vont communiquer avec cette application. Et on va mettre en face de ces historiques de consommation des mesures de variables de fonctionnement. Alors des mesures que les professionnels du traitement de l'eau connaissent, hein, voilà, je ne vais pas en faire la liste exhaustive, mais l'objectif c'est vraiment de regarder ces consommations et de les mettre en face de ces variables pour ressortir vraiment des indicateurs de performance énergétique. Alors on a souvent en tête la performance annuelle puisque c'est un ratio simple qui nécessite seulement 2 données la plupart du temps. Et là, on va essayer de voir vraiment quelque chose de plus fin, avec avoir quelque chose qui remonte mensuellement et d'utiliser ces variables pour vraiment identifier ces dérives. Donc cette application, elle est en cours de développement. Et donc on va l'étendre pour le suivi de nos principaux postes de relèvement, donc qui sont aussi à l'origine de grosses consommations d'énergie. Et comme je vous le disais, bien sûr, l'objectif, c'est d'identifier des dérives pour agir tout de suite sur une dérive de consommation et pas attendre le bilan annuel pour faire des corrections, quoi. Donc, par exemple, surconsommation d'une pompe ou la régulation de l'aération qui peut être défaillant. Vous voyez que c'est un gros poste de consommation. On utilise des sondes pour réguler cette aération. Des alertes, tout un système d'alerte et de seuil qui vous permettent d'ajuster. C'est ça, parce qu'on peut avoir des sondes qui dysfonctionnent et tout de suite pouvoir agir à ce niveau-là. Et donc surconsommation aussi, on a vu de la pompe à chaleur, parce qu'une pompe à chaleur, même si elle récupère les calories de l'eau traitée, elle consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc il va falloir suivre précisément ces consommations-là. Et on va aussi se servir de cette application pour vérifier les performances garanties dans le cadre de notre marché de travaux. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque part des économies qui nous sont aujourd'hui promises et on compte bien vérifier qu'elles seront... ça a l'air bien parti. Voilà, ça a l'air bien parti. Et avec notre maître d'œuvre, on agit au quotidien pour qu'en tout cas nos objectifs soient bien respectés. Donc juste pour terminer, un peu une perspective autre au sein de Limoges Métropole. Donc Limoges Métropole récemment a créé une direction de la transition énergie et climat, alors qui porte des grands projets et fait des appels à projets dans le domaine de l'énergie. Et puis, bien sûr, au niveau de la négociation de nos contrats d'énergie, les certificats d'économie, la gestion aussi du réseau de chaleur urbain. Au niveau du service de l'eau potable, un peu comme ce que l'expliquait monsieur Lestrade. Voilà, monsieur Lestrade, donc de la production d'hydroélectricité sur les conduits d'adduction. Aujourd'hui, l'eau arrive, on va dire... naturellement, donc ce qui est très bien parce qu'on ne consomme pas d'énergie puisqu'elle arrive des monts d'Ambazac derrière Limoges. Néanmoins, on ne produisait pas d'énergie jusqu'à maintenant, donc pourquoi pas utiliser cette pression pour produire de l'énergie. Réflexion aussi de production photovoltaïque sur les retenues d'eau, donc même un peu les mêmes projets. Et bien sûr au niveau du service d'assainissement, donc ça c'est vraiment des réflexions qui datent
pas du tout d'hier, mais forcément de limiter les eaux pluviales dans les réseaux et limiter la collecte d'eau claire parasite, on limite les volumes pompés et donc on optimisera l'énergie. En parallèle de projets comme nous le voyons de désimperméabilisation par exemple en zone urbaine, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup Madame Magali Gadi pour cette présentation qui nous permet, on connaissait déjà le fait qu'une STEP était consommatrice d'énergie, on savait déjà qu'elle avait un potentiel énergétique, mais on voit bien grâce à une approche globale comme celle que vous avez faite, y compris dans la maintenance derrière et l'entretien et le fonctionnement, que vous optimisez de manière très fine pour maximiser ce potentiel, et on voit bien tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière. Merci pour cette première illustration. Alors vous disiez retour d'expérience en cours, mais enfin qui est déjà relativement probant. Alors on continue avec un autre retour d'expérience. Je vais peut-être laisser la fin de l'annonce parce qu'on va se marcher un petit peu sur... Voilà, c'est bon. Un autre retour d'expérience concernant une STEP également. Et là, en l'occurrence, une STEP particulièrement innovante et à énergie positive, justement. Et M. César Narvaez va nous en parler. Vous êtes PDG de NXO Engineering, que je vous laisse présenter en 2 mots si vous le souhaitez, et nous faire part de cette expérience sur une autre STEP. Bon, oui. Merci pour l'introduction déjà. Donc, merci pour l'invitation. L'objectif étant bien évidemment de partager avec vous les nouvelles tendances, les évolutions qui se font actuellement dans les domaines de l'assainissement précisément. Dans les domaines de l'assainissement précisément pour que ça sert surtout en tant que nouvelles idées de réflexion, on va dire, pour que ça puisse s'intégrer potentiellement et surtout qu'on les prenne en considération au moment de faire le design d'une nouvelle opération d'infrastructure. Voilà, donc juste un mot sur NXO. Nous sommes une clean tech. On a été fondé en 2016, société privée, qui travaille en étroite collaboration avec la commune de Montpellier dans les 34, dans l'Hérault. C'est une collectivité qui a une gestion politique plutôt verte, écologique, qui souhaite changer les choses et donc qui nous ont permis, qui nous ont ouvert les portes pour qu'on puisse innover dans les domaines de l'assainissement. Donc notre objectif dès la création a été de concevoir une station d'épuration à énergie positive, qu'il ne faut pas confondre avec bâtiment énergie positive. Un bâtiment énergie positive, c'est une infrastructure qui dispose suffisamment d'énergie renouvelable en amont pour pouvoir combler la dépense énergétique des process. Alors le problème de ça marche, hein, mais le problème de ça, c'est que les CAPEX, il est très élevé. Notre objectif, c'était de faire en sorte de valoriser toutes les ressources contenues dans les eaux usées pour que les process d'assainissement soient énergie positive. Voilà. Les constats, on les connaît. Bon, Limoges vient de nous rappeler à nouveau. Même si on fait les bilans énergétiques proches, avec un suivi assez pointu, on sait que de toute manière, c'est la biologie qui consomme le plus d'électricité. On sait très bien que c'est entre 50, 60, des fois même 70% du coût de l'assainissement des eaux usées. Ça a forcément un impact sur le coût d'eau potable d'une commune. Donc il est important d'essayer on va dire de maîtriser ces dépenses énergétiques. Il y a des gens qui utilisent des ratios plutôt des kilos de VO5 ou de DCO par rapport au kilowattheure consommé. Il y a d'autres qui disent je dépense tant de kilowattheures par mètre cube d'eau traitée, réutilisable ou assainie. Bon, les deux, bon, il vaut mieux se mettre d'accord sur un, mais moi je préfère utiliser toujours kilowattheure par mètre cube d'eau traitée. Et normalement, pour des boues activées, au mieux, on est autour de 0,8 kWh par mètre cube d'eau traité. Donc c'est une information de référence qu'il faut essayer de garder en tête pour la suite. Quels sont les leviers d'après nous des valorisations énergétiques pour les eaux usées? Donc pour nous, il y en a 3. La première et la plus importante, c'est la DCO, donc c'est la matière organique. Donc c'est de l'énergie chimique disponible pour en faire quelque chose. Le problème, c'est que dans les eaux usées, elle est très diluée. La DCO est autour de 800, 1000 mg par litre. Ce n'est pas comme un influent industriel où on est à 10 000, 20 000, où on peut déjà d'entrée mettre une unité de méthanisation pour valoriser l'énergie, les sucres. C'est la première. Mais avec ces limitations de dilution. Le deuxième, c'est les calories. On sait que les eaux usées, même en hiver ou en été, elles rentrent à les stations d'épuration entre 12 et 25 degrés. Donc, en été, bon, ce n'est pas forcément quelque chose d'exploitable, mais en hiver, oui. Et puis, il y a une autre qui personne pour l'instant ne met en avant aujourd'hui, qui est les nutriments. Donc, quand on compare la liste des macro- et micronutriments d'une eau usée par rapport à une solution fertilisante, il y a une adéquation parfaite. Personne essaye de mettre ça en valeur pour l'instant, et même on lutte contre ça. C'est pour ça que
On souhaite justement avoir des traitements renforcés en sens sensible pour limiter l'azote de phosphore et puis lutter contre l'eutrophisation. Vous nous parlez d'une adéquation parfaite. Vous nous dites que les rapports phosphore, azote, potasse, par exemple, correspondent aux besoins, notamment agronomiques, de fertilisation. Tout à fait. D'accord, très bien. Donc, suite à ça, étant venu de la biologie, hein, puisque je suis issu du domaine aquacole, donc dans le domaine aquacole, on produit des espèces hydrobiologiques, dont les microalgues. Et on s'était dit à l'époque, et si on utilisait des microalgues pour pouvoir valoriser ces nutriments, faire en sorte de stocker du carbone, du CO2, qui à la base est un problème. Pour nous, le carbone, c'est une opportunité, mais c'est un problème. On cherche tous à décarboniser, à rendre notre territoire neutre en carbone. Et si on valorise le carbone, on stocke du carbone inorganique en matière organique, donc glucose, qui après nous permettra de produire de l'énergie, du biogaz. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a mis et on a conçu des réacteurs qu'on appelle en symbiose, où on met des microalgues et des bactéries. Donc chacun utilise les avantages ou les sous-produits des autres. Donc les microalgues elles vont capter la pollution azotée et phosphorée via la photosynthèse et relarguer l'oxygène à coût presque gratuit, zéro. Et cet oxygène produit qui va bien au-delà de n'importe quel type de compression d'air ou insufflation d'air, puisque quand on souffle de l'air ou quand on compresse de l'air, le maximum de saturation que vous allez avoir dans l'eau, c'est 100%. Avec les microalgues, on peut aller jusqu'à 300, 400% de saturation. Cet oxygène s'est réutilisé pour les bactéries pour dégrader la DCO. Donc, c'était ça l'objectif. Mettons ces deux catalyseurs ou biocatalyseurs en symbiose et voyons ce qui se passe. Et en effet, les résultats sont très probants. Dans les mêmes réacteurs, on est capable de pouvoir traiter les trois pollutions en même temps. Je vous ai illustré juste les principes de la filière d'assainissement que nous développons actuellement à Montpellier, bien évidemment visitable. Et pour que ce process puisse être adapté, on a dû quand même faire des réadaptations en amont et en aval. Donc en amont, on a mis des process qui nous permettent de clarifier les eaux usées à faible coût énergétique, de pouvoir la rendre exploitable pour les microalgues. Et ultérieurement, il fallait pouvoir digérer les microalgues avec un coût énergétique suffisamment bas pour qu'on puisse atteindre l'objectif d'énergie positive, même pour une pollution de 100 équivalents habitants. Est-ce qu'il a la première fois qu'ils nous ont reçus, ils nous ont dit, mais non, mais ce n'est pas possible. Une unité de méthanisation pour une unité de moins de 20 000 équivalents habitants, elle est impensable. Et on a prouvé qu'avec 100, c'était possible. Je continue. Juste pour exprimer un peu plus à quoi ça ressemble. Donc aujourd'hui, l'assainissement, il ressemble plus, par rapport à cette nouvelle approche verte, on utilisait anciennement ce qu'on appelait le lagunage en rendement algal. Les problèmes du lagunage en rendement algal, il garde tous les avantages quand même par rapport à l'énergie et au traitement poussé. La problématique, c'est l'emprise foncière. Et on s'était dit, pour une zone rurale, un peu écartée, la solution, elle peut être adaptée, mais pour une grande métropole, c'est impensable. Les fonciers, il y a trop de pression de foncière, ça serait impensable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, pour essayer de pallier à cette problématique, c'est on a verticalisé la solution, on a réduit l'emprise foncière, on garde les avantages du système lagunaire, et même on a un avantage supplémentaire, c'est qu'en termes de nuisance olfactive, on arrive à quelque chose qui n'a pas de gêne, en plus. L'approche est donc aujourd'hui, c'est arrêtons-nous de nous battre contre la nature, puisqu'on essaie de lutter contre l'eutrophisation, et avec ce type de système, ce qu'on a, c'est des systèmes d'eutrophisation contrôlés, c'est des microcosmes, qui nous permettent donc de traiter l'ensemble de la population. Alors, juste une diapositive qui nous permet de faire un bilan énergétique de ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux techniques classiques, donc les bois activés, brevet de 1914, qui n'a pas évolué depuis 100 ans. Maintenant, je comprends pourquoi, en tant que président d'une start-up qui essaye d'innover dans l'assainissement, c'est puisqu'il y a tellement de contraintes politiques, des bureaux d'études et des collectivités qui ne souhaitent pas prendre des risques, que c'est pour ça que l'innovation dans l'eau, elle est très lente, elle est extrêmement lente, et qui requiert des budgets financiers très importants. Donc quelque chose qu'une start-up a du mal à pouvoir suivre. Non? Et donc, anciennement, et même toujours aujourd'hui, les solutions de bois activés, donc elles nécessitent de l'électricité, même si le potentiel méthanogène des bactéries est considérable. Ça va être très difficile à mon avis, et c'est mon avis, et ça m'engage qu'à moi, mais je suis quand même, après avoir exploré pas mal de stations d'épuration, ça va être très compliqué d'avoir un bilan énergétique positif. En tout cas, tant qu'on utilise les bois activés, d'après mon approche. Tant que, pardon. Tant qu'on se base sur des techniques aérobie, oui, okay. ou la biologie, où l'aération est nécessaire. On a très bien vu, c'est très simple le bilan. 60% de l'électricité passe dans la biologie. Par contre, avec l'approche symbiose algues-bactéries, donc le coût d'exploitation est très faible.
Donc l'OPEC, c'est presque des 0,1 kWh par mètre cube d'eau traitée, c'est vraiment très faible. Et même si le potentiel méthanogène des algues est moins important que celui des bactéries, mais le ratio est possible. Donc la couverture du besoin énergétique est possible. Donc on a prouvé ça à Montpellier pour SONOH. Maintenant, on va le faire pour 250. Donc c'est l'ADEME maintenant qui nous finance l'opération de 250, quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire au début pour 100. Donc ils sont plus convaincus. Bien évidemment, il a fallu repenser même la valorisation des boues, la partie énergétique. Comme vous disiez, il y a des températures à contrôler, ça dépend de l'approche. Il y a aussi des méthodes pour préserver les gaz. On a dû changer tout cela, donc changer pas mal de paradigmes sur ce type de travail. Et puis bon, ça c'est juste un petit résumé par rapport donc, aux aménités de ce type de réacteurs qui sont tubulaires, verticales. La taille commence à être suffisamment grande pour que cette solution puisse être envisagée pour des collectivités d'une taille plus importante. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que avant on parlait de lien en énergie et nous on considère qu'Enixo quand même avance énormément sur ça. Donc la création de cette filière, c'est la preuve. Mais aujourd'hui, les entités qui nous financent, notamment l'ADEME et nous aussi nos fonds propres, on s'est rendu compte que les liens eau-énergie, il est en train d'évoluer. Et là, je pense, et même l'ADEME le sait, il a pris conscience, aujourd'hui on parle du lien eau-énergie-carbone. Chaque euro qui est investi, il doit avoir une répercussion sur l'énergie dépensée, sur l'énergie décarbonée produite, sur l'impact carbone en termes de CO2 et potentiellement au-delà, l'emploi créé, l'eau produite, l'eau utilisée, réutilisable, etc. Donc juste un petit dernier mot pour remercier à toutes les entités publiques et privées qui nous accompagnent, notamment l'agence de l'ORMC, qui je ne sais pas si elle est là, mais l'ADEME, la région Occitanie, la French Tech, l'INRA, les CNRS. Et puis content de rester là et pouvoir échanger encore un peu plus, si possible, avec les interlocuteurs. Volontiers, c'est ce que nous proposerons tout à l'heure aux participants. Écoutez, en tout cas, à ce stade et pour ce que nous en avons vu, merci pour cette présentation très démonstrative. Et je parlais de potentiel juste avant, d'optimisation et de production énergétique à l'avenir. On sent un potentiel qui est effectivement très enthousiasmant et qui apparaît considérable. Merci pour votre présentation, Monsieur Narvaez. Pour compléter ce tour d'horizon, je vous propose maintenant d'entendre Madame Hortense Bray, qui est responsable du pôle patrimoine et prospective de Haut-17, qui va nous parler globalement de stratégie environnementale de Haut-17 sur les installations industrielles, pour rester dans la même tonalité et continuer d'explorer ensemble les voies des possibles. Oui, effectivement, c'est un retour d'expérience un peu différent puisqu'on est un syndicat des eaux sur un grand territoire. On a 70 ans d'expérience, on a 432 communes, on a plus de 190 systèmes d'assainissement de tailles variées, effectivement, qui vont varier de 100 équivalents habitants à 60 000 équivalents habitants. Et donc des solutions qu'on doit réfléchir sur un contexte global pour pouvoir le décliner sur l'ensemble de nos systèmes et l'ensemble de nos communes. Les principes du syndicat étant la péréquation financière, ça veut dire que tout le monde paye pour tout le monde et donc il faut qu'on ait toujours une réflexion qui doit profiter à l'ensemble de nos adhérents et de nos abonnés. Donc ça, c'est notre cadre. Donc on a aussi la particularité d'être un syndicat littoral, avec une grande variation touristique l'été de la population, avec l'île de Ré et l'île d'Oléron, et une partie continentale plutôt rurale, et un milieu urbain comme la ville de Saintes ou la ville de Royan. Les élus d'Haut-17 et de notre régie publique, la RES, ont validé une stratégie d'adaptation au changement climatique avec effectivement un volet sobriété industrielle, donc qui va couvrir les enjeux de carbone, d'émissions carbone, les enjeux d'efficacité énergétique et également d'économie d'eau dans nos installations aujourd'hui. Quand on va voir les usagers pour leur demander de faire des économies d'eau, on regarde nous-mêmes avant dans nos installations. Et également un volet écologie territoriale et sociétale où on va, comme vous l'évoquiez en introduction, nous sommes un service public local, on travaille avec les territoires, on travaille avec les communes, donc c'est bien de s'inscrire dans les politiques locales pour développer des équipements qui peuvent être mutualisés entre les services d'eau et les communes. Pour zoomer plus précisément sur l'énergie,
Donc 2 enjeux pour nous. Tout d'abord, réduire la sobriété énergétique. C'est avant d'aller chercher des substitutions. L'idée, c'est effectivement d'essayer de réduire au maximum les consommations d'électricité. Et donc, on a fait sur les installations de notre régie Larez des audits énergétiques. L'idée, c'est pour pouvoir agir au mieux, il faut savoir où sont les points faibles de nos installations. Et donc, on a fait des audits énergétiques un peu ciblés, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé sur nos 1000 sites, on a fait un échantillonnage d'équipements qui nous ont permis de couvrir 80% de la facture énergétique. Vous voyez les montants, ce sont les montants payés par la régie sur sa facture d'électricité. On a plus de 1000 sites qui consomment de l'électricité. Et donc, on a proposé avec le bureau d'études de faire plutôt un échantillonnage géographique et en taille pour voir quels étaient les leviers d'action. On s'est également intéressé à notre siège pour regarder, même si c'est moins de 0,1% de la consommation électrique des services d'eau et d'assainissement, de voir ce qu'il était aussi possible. Donc vous voyez la taille de nos sites. On a une usine principale d'eau de surface qui s'appelle l'usine de Saint-Hippolyte, qui va être à plus de 7000 MWh par an, et des tout petits sites. On s'est attaché à regarder cependant l'ensemble des sites. C'est vrai que quand on fait 10% d'économie d'énergie sur un très gros site, on va vite rentabiliser, mais on s'est aussi dit que finalement, chaque site et chaque économie de kilowattheure peut être importante. Donc on est allé voir aussi les petits sites. On a fait la même chose en assainissement avec des variations de capacité de stations d'épuration. Donc, dans le parc de la régie, on a beaucoup de stations d'épuration qui n'ont pas de consommation d'électricité. C'est le lagunage naturel. Donc, on a du foncier en Charente-Maritime qui nous permet d'avoir des installations extensives, mais du coup sans consommation d'électrique. Et on a un peu plus de 60 stations à bout activées. Donc, c'est celles-là qui nous ont intéressés. Les résultats d'audit montrent que finalement, en eau potable, à droite, le petit château d'eau, on n'est pas si mauvais. On a pris les ratios de l'INRAE, qui a fait des publications sur les services d'eau et d'assainissement, et au mètre cube d'eau distribué, au mètre cube d'eau produit, on n'est plutôt pas mauvais. Les équipes de la régie ont déjà réfléchi à l'optimisation en mettant des variateurs. Audi7 a investi sur des variateurs, sur de la modernisation de compresseurs. On est souvent sur le littoral avec des installations en double pompage, une filière pour l'hiver, une filière pour l'été. Donc ça nous permet d'adapter le pompage au bon mètre cube nécessaire et donc vraiment de réguler. On s'est par contre rendu compte que sur nos stations d'épuration, on était donc évidemment surtout sur le système d'agitation, mais alors là vraiment dans les ratios très éloignés de ce qu'a montré NXO par rapport au ratio de l'INRAE. On n'est pas très bon, on va dire. Donc c'est ça qui nous a intéressés, mais comme on a 60 stations d'épuration à bout activées, quand on trouve une solution, il faut bien regarder si elle va s'adapter. Parce que si on décide de la mettre en place et qu'on s'est trompé, l'investissement et l'adaptation de l'exploitation, c'est compliqué de faire marche arrière. Donc on a mis un peu de temps, mais on a échangé avec nos collègues de Rennes Métropole qui avaient mis en place sur la station d'épuration un système d'intelligence artificielle qui est l'entreprise Pure Control, qui est dans le salon. Et la complexité, c'est que ce système prend la main sur le pilotage de la station d'épuration. Ce n'est pas des équipements de comptage, ce n'est pas du reporting. Et donc ça, le grand dialogue qu'il y a dû avoir, c'est avec les équipes d'exploitation. Comment on s'assure que le rôle premier de la station d'épuration, qui est la protection du milieu naturel dans ses rejets, est maintenu, alors que le pilotage est pris par une intelligence artificielle. Donc on a échangé beaucoup avec nos collègues de Rennes Métropole, mais aussi avec Pure Control. On a aussi les enjeux de cybersécurité. Comment un système qui vient s'installer sur nos stations, il n'y a pas de risque d'aller dans notre système de télégestion. Mais après quelques mois d'échanges et de discussions, on est arrivé à un compromis avec un test qui va se passer cet été sur 9 stations d'épuration de la régie. Et ensuite, si tout va bien, on va passer sur les 51 stations d'épuration et puis les stations d'épuration qui sont en délégation de service public sur l'île de Ré et sur la ville de Saintes. L'objectif de ce test, c'est de vérifier
la qualité des rejets, donc c'est à peu près les mêmes indicateurs que présentait Magali tout à l'heure. On va regarder si on ne dégrade pas les rejets en azote, si on ne dégrade pas la qualité des rejets sur la DCO. On va regarder aussi si on a vraiment des économies d'énergie. On a choisi 9 stations d'épuration de taille variable parce que, alors c'est vrai que quand on y a pensé, le coût de l'électricité était un petit peu moins élevé. Maintenant, tous ces projets sont très rentables rapidement. Vous gagnez 3% sur la facture, vous rentabilisez très rapidement, mais il faut quand même regarder parce que ça implique un changement d'exploitation, donc pour le personnel de s'approprier le système, et donc même si ce n'est pas de l'investissement, il y a du temps à passer, il faut s'assurer que ça en vaut la chandelle à la fin. Pour acheter ça, nous sommes une entreprise publique soumise au code de la commande publique et nous dépassons les montants de 40 000 € autorisés pour la mise en concurrence. Donc nous sommes passés par l'article achat innovant. Voilà, je le dis parce que certaines collectivités peuvent se poser la question, mais c'est possible, ça existe. On a fait une note de justification qui nous permet de passer un contrat directement avec Pure Control sans mise en concurrence et de pouvoir justifier par le fait que ça soit une start-up, de recourir à ce mode d'achat. Donc pour information, avec un plafond de 100 000 € au lieu de 40 000, c'est ça? Exactement. Oui, oui. Voilà. On peut aller directement chercher une start-up, enfin un procédé innovant, si on arrive à le justifier. Parce que ça peut bloquer l'innovation. On nous reproche souvent que les collectivités ne sont pas innovantes, mais des fois, on a un petit carcan administratif. Ou parfois donc pas très réactive, on pourrait penser, mais c'est souvent lié aussi à ce type de processus. Exactement, parce qu'on peut se dire tout va bien se passer, mais si le comptable public ne veut pas payer après, ça ne sert à rien. Donc il faut quand même s'assurer que juridiquement ça tient la route. Le deuxième levier, une fois qu'on a réduit au maximum la consommation électrique, c'est d'essayer de trouver une autre source d'énergie pour que de l'électricité qu'on va aller acheter. Et donc, on a choisi de regarder une étude de potentiel en énergie renouvelable pour de l'autoconsommation. Donc, on est plutôt parti sur des projets d'électricité photovoltaïque. On se fait appuyer par le Comité régional des énergies renouvelables. Donc, c'est une structure publique qui donne un appui aux collectivités avec une adhésion qui a un prix très optimisé, 2 000 € par an pour des études gratuites derrière, de potentialité, donc c'est toujours intéressant. On s'est fixé des seuils sur lesquels on va peut-être y revenir parce qu'avec les coûts d'électricité, même sur des stations où la facture est faible, finalement, on pourra peut-être y gagner. C'est des projets, il faut avoir la volonté, parce que c'est des projets où des contraintes d'urbanisme, des contraintes d'ABF, des contraintes de la loi littorale pour notre partie littorale où aucune construction n'est autorisée. Si on va sur les sites d'eau potable, on a les contraintes de l'autorité régionale de la santé. On a les sites, souvent, on est en proximité de rivières, puisqu'on le voyait tout à l'heure à côté de la Vienne, donc on va avoir des zones humides, des zones Natura 2000, donc il ne faut rien lâcher. Parce qu'à la fin, ça sera obligatoire si on veut que les services d'eau voient diminuer la facture d'électricité. Mais c'est des projets qui nécessitent un peu de mobilisation et puis d'y croire. Parce que sinon, on pourrait se laisser démotiver. Voilà, ça c'est quelques exemples de sites. On essaye de tous les trous qu'on a trouvés sur nos stations, de les équiper en centrale au sol ou en centrale sur toiture. On ne couvre pas 100% de nos stations, mais on va couvrir 30% sur une station, 60% sur une autre en autoconsommation. Et donc tout ça, c'est gagné pour la facture de l'électricité et au final, la facture des usagers. Et c'est ça qu'on vise. Donc on l'a bien compris, dans votre approche globale, vous avez une démarche au cas par cas, là aussi, selon les circonstances, les particularités de chaque site. Exactement. Ouais. On a les grands principes, mais après, on est obligé de regarder au cas par cas comment on peut faire, toujours en se fixant, réduire la consommation électrique et ensuite essayer d'avoir de l'énergie renouvelable. Et bien dans cet ordre-là et pas le contraire. Ça paraît être l'enseignement aussi principal de vos présentations. Donc bien penser à commencer par la sobriété, il y a déjà beaucoup de choses à faire là-dessus. Et ensuite, on voit bien que technologiquement, il y a aussi un certain nombre de solutions qui se dessinent. Et qui sont à portée de main, d'une certaine manière, sans même passer par les innovations technologiques, les plus grandes innovations technologiques. Il y a déjà des choses à faire avec l'arsenal disponible. Je me tourne vers vous avant d'éventuellement continuer d'échanger avec nos invités pour ce qui me concerne, mais pour vous donner la priorité,
et vous proposer de réagir à travers vos questions, vos interrogations, profitant de la présence de ces experts ou fort de leurs expériences respectives. Je vous invite à les interpeller. Monsieur, on va vous passer le micro dans un instant. Je vais demander à Sixtine ou à Roman de bien vouloir faire circuler le micro, et en l'occurrence ici au premier rang pour commencer. Alors comme je le demanderai à chacun d'entre vous, je vous propose de vous présenter pour qu'on puisse vous situer. Alors le micro doit être ouvert désormais. C'est bon? C'est Ok, parfait. c'est bon. Patrick Advenier, je suis du Grand Angoulême, donc directeur des services techniques. Je voulais poser la question à mes voisins, en fait, Limoges. Quel est le contrat, le gaz que vous avez souscrit? Donc il est indexé par rapport au prix entre guillemets d'achat sur le marché. Et puis deuxième question, par rapport à votre exploitant, a priori c'est Veolia ou en régie? Alors, donc nous exploitons en régie, que ce d'accord, ok. soit tout l'assainissement, réseau et D'accord. stations, et l'eau potable pour les communes, 9 communes de Limoges Métropole. Et après, on a des syndicats. C'est des syndicats qui... Voilà. Mais sinon, la direction du cycle de l'eau, ce ne sont que des équipes en régie. Alors après, par rapport au contrat, donc le contrat, il a été signé en 2020. Et donc on a l'entreprise qui va nous racheter notre gaz, CNJ. Et donc c'est un contrat aidé. Donc probablement voilà, que vous connaissez peut-être ce type de contrat, puisque maintenant ils sont moins, on va dire, moins intéressants. C'est pour ça aussi qu'on l'avait signé dès 2020. Contrat aidé par l'État, donc avec un prix qui est garanti en fait pendant, je crois que c'est 15 à 20 ans. Voilà, donc c'est vrai que alors ces derniers temps, on en a beaucoup parlé entre nous, puisque compte tenu malheureusement de la crise énergétique et de l'explosion des coûts, finalement on s'est dit mais est-ce que notre prix est toujours intéressant de rachat? Et oui, il reste intéressant quand même, et puis surtout il est garanti pendant un certain nombre d'années, parce qu'on espère tous, bien sûr, que la crise énergétique sera derrière nous dans quelques mois. Alors justement, de manière générale, ça m'inspire une question pour ce qui concerne la crise énergétique, l'évolution des prix. Quel impact concrètement ça a sur le prix de l'eau et de l'assainissement? Vous avez pu le mesurer sur votre territoire, sur votre périmètre? Oui, alors j'ai oublié de prendre mes notes. Néanmoins, le prix de l'eau, comme toutes les collectivités, je pense, on va devoir l'augmenter lié à cette crise énergétique, mais on va limiter donc sa progression de 3% sur l'eau potable et de 5% sur l'assainissement dans les prochaines années. D'accord, donc ça c'est la résultante, si je puis dire, mais les impacts peuvent être plus importants que ces niveaux-là, je comprends bien. Eh bien là, en tout cas, les projections sont faites avant la crise énergétique. Il y avait une augmentation, mais de plus de 0,5% par an. Okay, et là, on voit, bon, bien sûr, on augmente donc, plus. 3%, c'est 6 fois plus, quoi. Voilà, donc, mais on le limite quand même, on limite l'impact sur le prix de l'eau. Très bien. Sur Grand Angoulême, c'est 10% l'impact sur l'assainissement. Voilà, pour information, je me fais le porte-parole, le porte-voix de monsieur. Le retour. 10% sur Angoulême, l'impact de l'augmentation des coûts de l'énergie sur l'assainissement. Monsieur, je vous laisse vous présenter ou représenter, parce qu'on commence à vous connaître. Vous êtes très, très assidu et très présent dans nos conférences, et je vous en remercie. Yves Cochet, directeur général du syndicat départemental des eaux de la Vienne à Poitiers. Donc forcément, la question de l'énergie interpelle tous les services d'eau. 3 petites questions ou interrogations, notamment pour les collègues de Limoges ou de Haut-17. La première, vous avez évoqué dans la partie ingénierie, je remonte sur la partie ingénierie, sur la station d'épuration, vous aviez un concepteur sur la partie rénovation, mise en conformité de votre usine, mais vous avez quand même dû prendre une AMO sur la question de l'énergie. Alors indirectement, la question posée, alors plutôt au bureau d'études, ça sous-entend qu'aujourd'hui nos maîtres d'œuvre classiques en eau, en assainissement, n'arrivent pas à intégrer la question de l'énergie. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, on rejoint énergie, carbone et eau. Est-ce que c'est ça le sujet? Est-ce qu'il y avait une autre raison d'avoir une AMO dédiée à l'énergie alors que vous aviez un opérateur intégré de maîtrise d'œuvre sur la partie station d'épuration? Deuxième volet, c'est pour les deux services.
en quoi la prise en compte de l'énergie par nos exploitants, nos agents, parce que moi aussi j'ai des agents qui exploitent nos ouvrages, comment on passe d'un agent qui a l'habitude d'exploiter les ouvrages, des pompes, etc., à appréhender la question des économies d'énergie. Comment vous avez fait cette bascule, que ce soit au 17 avec le projet que vous avez, mais vous sur votre station d'épuration. Et puis troisième question, et après je ne reprendrai plus le micro. Oui, non, mais vous êtes le bienvenu, mais effectivement, on va traiter une question après l'autre, si vous le voulez. La troisième question, c'est autour qui n'a pas été évoquée, la flexibilité, ou plutôt l'effacement des périodes de pointe d'énergie. Je ne sais pas si vous l'avez abordé dans le cadre de la conception de votre usine, pour dire il y a peut-être des périodes de la journée où je ne vais pas consommer parce que l'énergie est chère ou peu disponible. Et du coup, c'est la question de l'effacement à des périodes particulières. C'est un sujet que nous, on commence à aborder un petit peu, mais je voulais voir avec vous comment vous-même vous l'aviez appréhendé et comment ça peut s'appréhender avec des bureaux d'études. Pour coller au marché de l'énergie en temps réel, notamment. Oui. Alors, vous allez être très sollicité. Madame Gadi, je vous laisse commencer. Sur la question de l'AMO, pour commencer, Voilà. l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il fallait que je me souvienne de la première question, en effet. Voilà qui est fait. Alors, je ne dirais pas que la maîtrise d'œuvre n'est pas compétente dans ce domaine. Bien sûr que à partir du moment où nous, en tant que maître d'ouvrage, on avait fixé comme objectif l'optimisation énergétique, on a eu un maître d'œuvre qui a travaillé activement pour moderniser la filière en fonction de cet objectif-là. Donc il a fait le job et il le fait au quotidien. Mais l'AMO, en tant que maître d'ouvrage, je pense qu'on peut tous partager cet avis, c'est que c'est un accompagnement complémentaire sur des projets de cette envergure qui apporte un œil extérieur, un œil critique par rapport à un maître d'œuvre et des entreprises, on va dire, qui ont, et c'est bien normal, la tête dans le guidon et qui sont dans le projet depuis plusieurs années. Lui, il arrive en tant qu'un peu, pas arbitre, mais on va dire, voilà, une fraîcheur, un œil extérieur. Donc il avait cet objectif-là, il a apporté des idées d'ailleurs qu'on mettra en œuvre dans les années à venir sur récupérer aussi la chaleur sur nos surpresseurs d'air. Donc là, par exemple, le maître d'œuvre n'avait pas forcément prévu ce point-là, et il y a eu également le développement de l'application. Alors, c'est vrai que là, c'est intéressant par rapport à nos collègues d'O17, c'est que nous, on a préféré partir sur une application indépendante plutôt que de passer par une application que nous proposait aussi OTV, dans le cadre du marché. Alors après, je pense qu'elle était très intéressante, cette application, mais voilà, c'est un choix qu'on a fait. On aime bien, je pense, à Limoges Métropole aussi, j'ai utilisé une expression, mais pas mettre tous nos œufs dans le même panier et vraiment s'associer avec des experts, mais qui nous apportent des visions différentes pour avoir vraiment quelque chose de complet. Alors, c'est parce qu'on est sur un gros projet aussi qu'on se permet d'avoir cette vision élargie. Alors, pour vous laisser le temps de réfléchir aux questions suivantes, je vais interroger Madame Bray en attendant, qui pourra réagir à cette première question. Et puis, dans la foulée, si vous voulez bien répondre sur la dimension, sur la composante humaine. Ouais. Voilà. Moi, je rejoins sur d'un AMO spécifique. Nous, pour les audits énergétiques, on a pris un bureau spécialisé parce que c'est intéressant. Alors, ils avaient la fibre eau et assainissement, mais c'était la composante énergie qui nous amenait. Et ça, du coup, ça m'amène sur la composante humaine. Ce qu'on a choisi avec le directeur général de la RES, de la régie, c'est que les audits énergétiques associent les agents. Donc, quand le prestataire est allé sur nos plus de 20 sites visités, c'est l'agent du site, pas le chef de service, pas le responsable traitement, qui a montré ses équipements, son comptage, comment il faisait. Et du coup, il a pu voir avec le bureau d'études quels étaient les équipements qui consommaient le plus, et eux-mêmes avaient des pistes de dire ça on pourrait peut-être faire comme ça, mais n'avaient pas de solution. Et donc, comme ils ont été associés et ils savaient déjà qu'il y avait des points où ils pourraient faire mieux, mais n'avaient pas de solution. Quand je suis arrivée avec une proposition d'intelligence artificielle, ça a été un peu long, surtout sur comment ça veut dire quoi prendre la main, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous reste. Donc ça a été la mise en place de ce qu'on appelle une sorte d'interface homme-machine, un petit écran où tout ce qui se passe, il le voit. C'est-à-dire quand l'agent va sur le terrain, il voit ce qui se passe, pourquoi ça a pris la main. Et aussi, on avait déjà mis en place un suivi énergétique pas aussi performant que ça. Nous, on utilise, comme on a beaucoup de sites mais plus petits, on calcule des ratios par site.
qui sont normés par l'INRAE, et donc on les regarde mensuellement, et donc on avait déjà insufflé ce suivi pour vérifier ce qui se passe annuellement, d'un mois sur l'autre, ramené au mètre cube, et donc ça leur a permis de s'associer. Donc c'est un temps plus long, mais on a choisi, plutôt que de leur dire je vous fais un ordre de service et vous mettez, de partir du constat partagé, et puis d'aller vers une solution possible. Alors effectivement, quand on voyait sur une de vos diapos intelligence artificielle sans intervention humaine, ça n'a pas généré trop de résistance au changement ou trop d'inquiétude? Je vous dirai ça à Ouais. la fin de l'année. Voilà, ok. Voilà, on est en plein dedans. Mais, enfin, vous restez vigilant sur ce, oui, sur ce point-là, quoi. Ce qui est important, c'est qu'ils ont partagé le constat. Donc ils sont prêts à tester des solutions parce qu'ils ont vu qu'il y avait un problème de surconsommation électrique à ce moment-là. Ok, je vous repasse la parole, Madame Gadi. Alors, si vous voulez dire un mot là-dessus, sur la composante humaine, très rapidement, parce qu'il y a une troisième question de monsieur qui était tout aussi pertinente, concernant l'adéquation avec le marché en flux tendu. Voilà, est-ce qu'il y a des périodes d'effacement? Est-ce qu'il y a des possibilités de suivre les courbes pour optimiser, là aussi, sur le facteur prix? Là, je laisserai peut-être Odissette répondre, Ouais, parce que moi, voilà, je suis gestionnaire alors, la d'opération. composante humaine, alors peut-être un mot là-dessus. Mais sinon, sur la composante humaine, nous, donc, on a fait le choix, voilà, d'avoir cette application en parallèle. Donc, il faudra former les agents, diffuser bien sûr les résultats, on va dire, on va essayer mensuellement, et pour sensibiliser les équipes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de retour sur cet aspect-là, sur ce suivi. Et donc, ils savent déjà quels sont les postes les plus consommateurs, comme l'aération par exemple. Mais on attend la mise en service de la modernisation pour voir les résultats, les optimisations, et ensuite suivre plus précisément les indicateurs. Merci beaucoup. Alors donc, du coup, je vous laisse la réponse à la troisième et dernière question. La monsieur. régie serait plus à même de répondre. Je vais juste me faire la porte-parole. En fait, on a déjà des périodes où on efface les plus gros sites de consommation électrique, qui sont les périodes de pointe qu'on appelle, enfin les pointes électriques de consommation domestique, sur lequel on va déjà effacer une grande partie de nos sites de consommation. Donc, pour nous, on n'est pas allé sur les options d'effacement parce que on en a déjà trop. Enfin, il faut quand même qu'on puisse produire l'eau potable, remplir les châteaux d'eau. Et après, ça devient ingérable pour l'exploitant de rajouter des périodes de non-consommation d'électricité. Ça ne jouait pas trop sur la facture, même si on peut être rémunéré si on fait un super effacement, mais au risque de diminuer la qualité de service. La qualité de service. Ouais, donc ça, on ne prend pas le risque. Et donc, on a demandé à nos exploitants en général, pas que à la régie, de rester sur les effacements classiques. Alors, on peut imaginer là aussi qu'à l'avenir, l'intelligence artificielle puisse apporter certaines réponses. Je ne sais pas. Je vais poser la question à M. Narvaez d'ailleurs, parce qu'au-delà des technologies que vous avez choisies d'utiliser et sur lesquelles je voudrais revenir tout de suite après, mais est-ce que ça vous paraît quelque chose d'intéressant, une piste intéressante aussi, que de s'intéresser à ces possibilités d'effacement à certaines périodes? Oui, clairement. Mais Ouais. comme disait madame, en effet, je suis totalement d'accord. Essayer d'optimiser quelque chose, si ça peut mettre en péril la qualité d'assainissement ou la qualité de service d'eau potable, la meilleure rentabilité au bout du compte. Il y a d'autres pistes à mettre en avant au préalable. Par contre, sur les nouvelles pistes, donc là je viens d'apprendre une excellente piste, comment je peux valoriser les calories produites par un moteur qui n'est fait qu'insuffler de l'air pour essayer de faire quelque chose, mais ça me paraît une piste excellente. La chaleur fatale, la notion de la chaleur fatale notamment. Nous, par exemple, on a essayé de mettre ça en valeur, mais pour la décarbonation industrielle. De la même manière, on a essayé d'utiliser des fumées industrielles, les mélanger avec les eaux usées, avoir les sources composant des nutriments pour les algues, et en faire quelque chose. Oui, pour l'assainissement, je n'y avais pas pensé. C'est une très bonne piste, en tout cas. Alors, Monsieur Narvaez, pour revenir sur vos propres solutions, les solutions que vous préconisez, que vous mettez en avant, pour lesquelles vous avez fait une brillante démonstration, on va revenir sur cette préoccupation commune à tous les élus et techniciens des structures chargées de distribution ou d'assainissement d'eau. Quelles sont celles qui paraissent les plus prometteuses en termes de retour sur investissement? Parce que là aussi, on imagine qu'il y a encore une partie de développement envisagée, de démocratisation, de vulgarisation de ces techniques, comme d'habitude. Oui, en effet. Bon, déjà, je pense que c'est pour la première fois l'année dernière qu'on a prouvé que pour une installation d'assainissement, on pouvait avoir un retour sur investissement vis-à-vis de l'énergie économisée, voire produite. D'accord. Donc ça, c'est une nouvelle brique, une rupture qu'on a mis en place l'année dernière à Montpellier.
Il y a maintenant, les concepts s'élargissent. Il va au-delà de l'énergie maintenant. On cherche à valoriser les 7 ressources les plus prometteuses de s'utiliser. Donc, il y en a 7, oui. Les calories, le réutilisable, bien évidemment l'énergie, les gaz, les crédits carbone potentiellement, si on s'appuie sur des technologies à base de microalgues ou végétaux, et les engrais en sortie, qui peuvent être de l'estruvite, de l'engrais liquide, de l'engrais solide ou autre. Donc il y a 7 ressources. Quand on fait les bilans économiques, les retours sur investissement pourraient être encore plus prometteurs. Donc on travaille sur ça actuellement, en effet, on travaille sur cette brique. On est aujourd'hui à un retour quand même pas non plus exceptionnel, mais ça permet déjà de combler la dépense énergétique des bases. Donc c'est déjà un gros progrès à mon avis. Une dernière chose, enfin vous pourrez ajouter des choses, il nous reste encore quelques minutes pour prendre une ou deux questions. Une question vient de me traverser l'esprit parce que comme vous le savez peut-être, dans notre programme demain, nous allons consacrer une conférence à la réutilisation des eaux usées traitées. Est-ce qu'il peut y avoir un lien, un rapport intéressant en termes d'optimisation énergétique à un moment avec cette utilisation nouvelle et apparemment promise un certain développement? Oui, en effet. Alors déjà, on travaille sur ça de manière active. La réutilisation des eaux, c'est un des volets aussi de la solution que nous développons. L'objectif étant d'avoir de l'eau réutilisable sans forcément passer par des techniques très coûteuses ou onéreuses en OPEX, dans des membranes. Donc nous, on travaille avec des réacteurs qui sont moins énergivores, c'est des réacteurs de flottation. Donc il y a quand même pas mal de progrès sur ces aspects-là. Et on est déjà en échange avec quelques sociétés privées qui fournissent des solutions de ce type. L'objectif étant que même si à terme la réglementation elle s'alourdit parce que c'est ce qu'ils sont en train de se faire aujourd'hui et que ça nous oblige à passer quoi qu'il en soit par des membranes, que les coûts d'exploitation soient minimes et que les coûts consommables soient minimes. Donc on travaille sur ça. Et ça, c'est un peu votre spécialité. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous une dernière fois, si vous le voulez, pour poser éventuellement encore une ou deux questions à nos intervenants. Aucune obligation, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Et vous savez, c'est très bon signe. Quand il n'y a pas beaucoup de questions à l'issue d'une conférence, ça veut dire que vous avez été très exhaustif, très pédagogue, et que donc l'essentiel des messages a été bien exprimé et bien compris. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous souhaitait ajouter quelque chose. Madame Gadi, je vous en prie. Moi, je voulais vous poser une question par rapport aux algues qui sont en symbiose avec des bactéries. Comment vous les récupérez justement dans les boues? Bon, très bonne question. En effet, il y a beaucoup de syndicats ou d'exploitants qui se posent la question puisqu'ils travaillent avec du lagunage. Et les lagunages, à chaque fois, ils nous disent c'est problématique puisqu'en été, on n'arrive pas à contrôler la qualité d'eau en sortie. Puisqu'on dépasse forcément la teneur en matière en suspension, puisqu'il y a des algues qui se développent. Mais comme ils ne sont pas une technique ou une technologie de traitement ultérieure, en effet, ils sont confrontés à ces problématiques. Donc nous, on utilise des réacteurs de flottation qui nous permettent de séparer les algues de l'eau. En sortie de ces réacteurs de flottation, donc on obtient. Donc c'est l'injection des bulles qui vont capter des microalgues, elles vont s'adhérer à la surface et puis qui vont concentrer ces boues à un coût électrique raisonnable. Donc c'est les postes les plus énergivores dans notre filière. Et ça marche. Et après, bon, tout à fait. Et puis on méthanise les boues ultérieurement pour la valorisation. Très bien. Ben voilà, encore une information d'ordre technique qui pourrait intéresser certains de nos participants. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour vos interventions, pour vos présentations. J'espère que chacune et chacun parmi nos participants aura pu faire son marché et repartira avec des notions nouvelles. Merci pour votre présence à vous, merci pour vos contributions à travers vos questions. Et puis je vous invite, comme vous le savez, le cycle des conférences continue, éventuellement à la prochaine conférence, la conférence qui suivra, qui sera une conférence un peu plus institutionnelle, puisqu'elle elle consistera en l'intervention d'élus essentiellement, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui reviendront les uns et les autres sur leurs différentes politiques en matière de sécheresse et de changement climatique. En tout cas, l'état des lieux sur les 2 bassins hydrographiques concernant la région Nouvelle-Aquitaine, si ce sujet vous intéresse. Et puis demain, comme je vous le disais, entre autres sujets, nous évoquerons la Réhute, pour ne citer qu'elle. Voilà, merci à vous et puis rendez-vous à 16h pour la prochaine conférence. 3, 2, 1.